La franc-maçonnerie et Victor Hugo, c'est un peu l'histoire du chat et de la souris. La première a toujours considéré le second comme l'un des siens, mais le second a toujours pris soin de garder une distance polie avec la première. Pourtant, la franc-maçonnerie n'était pas étrangère à Victor Hugo, puisque le général Joseph Hugo, son père, en fut un membre actif. Cependant, l'écrivain ne manifesta jamais un quelconque désir de la rejoindre, comme s'il avait confusément senti qu'une éventuelle initiation aurait inévitablement engendré une récupération de son œuvre et de ses combats. Or, Victor Hugo avait cette conviction orgueilleuse qu'il n'appartenait qu'à lui-même, au-delà de toutes les opinions politiques, religieuses et philosophiques qu'il ait pu avoir tout au long de sa vie. La franc-maçonnerie chercha longtemps Hugo, mais ne le trouva point. Pourquoi parler de récupération ? N'est-ce pas faire un procès d'intention à la franc-maçonnerie ? Il ne le semble pas, car l'institution maçonnique a toujours cédé un peu trop facilement à la tentation de voir des maçons sans tablier chez tous ceux qu'elle considère comme des bienfaiteurs de l'humanité. En même temps, il était inévitable que la franc-maçonnerie éprouvât le désir de compter Hugo parmi les siens, lui qui avait fait cette profession de foi universaliste lors du Congrès de la paix de 1849. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain. La mystique hugolienne ne pouvait pas non plus laisser les francs-maçons dans une indifférence de marbre. Dévasté par la disparition accidentelle de sa fille Léopoldine, on sait que Victor Hugo a cru pouvoir entrer en contact avec elle au moyen des doctrines spirites, alors très en vogue au XIXe siècle. Bien que la franc-maçonnerie n'ait jamais eu pour objet de faire tourner les tables ou de communiquer avec les esprits, on peut toutefois comprendre que cette vie spirituelle tourmentée, profondément marquée par l'idée de transcendance, ait pu toucher de nombreux frères. Enfin, l'opposition courageuse de Victor Hugo au Second Empire et son long exil ont également contribué à sa gloire et à renforcer son magistère moral sur une franc-maçonnerie désormais tout acquise à la République après la défaite de 1870. Certains maçons caressèrent alors le projet d'initier Victor Hugo. Il faut rappeler notamment ici l'initiative prise par Juliette Adam, la veuve du journaliste et homme politique républicain Edmond Adam. Le 19 août 1879, elle se présenta au domicile de Victor Hugo, accompagnée d'un vénérable, probablement celui de la loge de son défunt époux, qui dépendait, semble-t-il, du Suprême Conseil de France. Victor Hugo raconte cet épisode de façon expéditive dans son carnet intime, sans préciser le nom du vénérable et le titre distinctif de la loge concernée. Voici ce qu'il écrit. « Madame Edmond Adam me présente monsieur, vénérable de la loge, qui me presse pour être franc-maçon. J'écarte. » Tout semble donc indiquer que Victor Hugo ait été agacé par cette démarche. Il faut dire que l'écrivain faisait l'objet de constantes sollicitations de la part de plein de gens. C'était une véritable star que le tout Paris de l'époque voulait approcher. Quoi qu'il en soit, on a ici la preuve que Victor Hugo a écarté, selon ses propres termes, la possibilité qui lui avait été offerte d'être reçu en franc-maçonnerie. Je me souviens avoir lu quelque part, mais je ne sais plus où, que Victor Hugo avait présidé le comité de promotion de la Marianne maçonnique, ce célèbre buste de bronze sculpté en 1879 par Paul Lecreux, dit Jacques France. Compte tenu de ce qui s'était produit avec la veuve Adam, je dois dire que j'en avais été étonné au point de considérer cette information avec suspicion. En effet, pourquoi Victor Hugo aurait-il accepté de présider un comité de promotion d'une œuvre aussi maçonniquement connotée alors qu'il avait écarté la proposition qui lui avait été faite de rejoindre la franc-maçonnerie? C'était incohérent. Comme souvent, la réalité historique est légèrement différente. Le fait est que Jacques France a réalisé deux versions du buste de Marianne. Une version maçonnique et une autre version où les symboles maçonniques ont été remplacés par les grandes dates de la République, 1789, 1848 et 1870. En 1882, il fut décidé de créer un comité central des bustes de la République. Le vieux Victor Hugo accepta de le présider, aux côtés d'ailleurs de nombreux francs-maçons, parmi lesquels Emmanuel Arago, Louis Blanc, Jean Massé, Camille Pelletan, Frédéric Desmond ou encore Gustave Mesureur. Ce comité réunissait la Ligue de l'enseignement, le Congrès anticlérical et bien sûr le Grand Orient de France.
Il ne s'agissait donc pas de faire de la promotion d'une œuvre spécifique, maçonnique de surcroît, mais de participer à la diffusion des symboles et des attributs républicains dans les lieux publics, ce qui n'était pas du tout la même chose. La mort de Victor Hugo le 22 mai 1885 provoqua des batteries de deuil dans les loges du monde entier. En France et en Europe, bien sûr, mais aussi en Amérique centrale et du Sud où Victor Hugo eut toujours une profonde influence. Les francs-maçons furent largement représentés au convoi funéraire le 1er juin 1885 qui rassembla quelques 2 millions de personnes. Le frère Charles Floquet, membre du Suprême Conseil de France, parla sur la tombe de Victor Hugo, mais en sa qualité de président de la Chambre des députés. Au contraire, le frère Racqueny s'exprima au nom de la franc-maçonnerie italienne. De son côté, la presse maçonnique ne fut pas en reste. Esprit Eugène Hubert, directeur de la revue La Chaîne d'Union, avait écrit non sans grandiloquence « On n'est pas franc-maçon parce que l'on en porte le nom. On est maçon quand on est possédé de ses aspirations, quand on en accomplit l'œuvre. Qui plus haut que Victor Hugo fut de notre pensée, fut de nos principes, fut de notre travail ?» Sans doute le directeur de la Chaîne d'Union s'était-il souvenu du message que Victor Hugo lui avait fait parvenir le 3 mai 1872. Mon cher concitoyen, bien que peu tardivement, je tiens à vous remercier de votre intéressante communication. Nous avons le même amour l'humanité, et le même but, la délivrance. Croyez, vous et vos frères, à ma cordiale sympathie, Victor Hugo. Le message de Victor Hugo est cordial, certes, mais on ne peut pas dire non plus qu'il témoigne d'un enthousiasme débordant. Le grand écrivain n'a pas forcé son génie pour écrire ces 3 petites phrases au directeur de la Chaîne d'Union. Hugo reconnaît partager les valeurs humanistes avec les francs-maçons, mais il prend toujours soin de maintenir les distances, comme pour mieux signifier qu'il ne se perçoit pas comme un membre de la famille maçonnique. Il dit « Mon cher concitoyen, vous et vos frères ». Ces 3 phrases sont en tout cas sans commune mesure avec les nombreux hommages qui lui furent rendus par les loges du monde entier. Après tout ce que je viens de dire, vous pourrez vous demander les raisons pour lesquelles Victor Hugo a maintenu la franc-maçonnerie à distance respectueuse. J'ai parlé plus haut d'une crainte de récupération, tant il est vrai que la franc-maçonnerie remet volontiers des tabliers à ceux qui n'en ont jamais porté. Il me semble que cette hypothèse est recevable. J'en ajouterai une autre, peut-être encore moins flatteuse pour notre ordre initiatique. Comme je l'ai dit, Victor Hugo a payé chèrement son opposition à Napoléon III, puisqu'il fut contraint à l'exil pendant 19 ans, très exactement du 12 décembre 1851 au 5 septembre 1870. Victor Hugo a donc eu le temps de méditer longuement sur le sens de son action et de se rendre compte que la franc-maçonnerie institutionnelle, celle des obédiences, s'était rangée sagement du côté du Second Empire après avoir bruyamment célébré la République en 1848. Sonny enseigne à l'apprenti, à un élève ici. Eux, ils pensent tout connaître, laisse-les dans le paraître. Ils n'écoutent pas les maîtres, surpris par leur échec, ils sont down. Moi c'est Boogie Down qui booste ma Boogie Rhyme. Donc mon Boogie Flow explose leur Boogie Drum. Apprendre sans honte de ne pas connaître permet de comprendre les rencontres qui comptent vraiment pour notre être. Chaque leçon est un don de celui qui enseigne. Baigne dans l'histoire qui saigne pour comprendre tous mes thèmes. L'éternel apprenti est celui qui apprend de chaque seconde, action, instant. Jamais pressé, il cherche avant de répondre. Le monde qui l'entoure est un grand mystère qu'il sonde et fume le funk. Éternel apprenti, jamais pressé, il cherche avant de répondre.